La jeune fille au piano de Louise Lacourcière. Lu par Marie-Claude Brasseur. À Monique H. Messier, bougie d'allumage de ce projet. Chapitre 1. Montréal, 2 septembre 1894. En ce jour de 16e anniversaire, Anna Allary accumulait les premières. Jamais auparavant, elle n'avait quitté son village de Saint-Léon-le-Grand, pas plus qu'elle n'avait pris le train. Quelle aventure! Dorénavant, elle irait dans une vraie école, partagerait son quotidien avec des filles de son âge, s'instruirait auprès de religieuses enseignantes comme toutes les filles de son village. Que de discussions avait-elle engagées pour convaincre ses parents, son père surtout, de la laisser partir. La seule ombre au tableau, devoir abandonner Minou Grisou, son précieux compagnon depuis sa petite enfance, son indéfectible allié. Le tangage du wagon la berçait, les explications de son père également. Son cher papa. Là, Anne, on traverse un corridor de roseaux. Je devrais plutôt dire une mer de roseaux. Des roseaux? Comme à Saint-Léon? Mais oui, tu te souviens, on les retrouve en bordure des rangs, si c'est humide, dans les fossés et les marais aussi. Ils aiment l'eau. Mais ici, il y en a beaucoup plus. Aveugle depuis l'âge de 3 ans, Anne ne franchissait pas seule les limites de la cour à l'arrière de la maison paternelle. « Pour ton bien », lui avaient répété ses parents. « Pour te protéger », lui avait-il chanté sur tous les tons. Pourquoi n'assistait-elle pas à la messe comme ses frères et sœurs? Ne recevait-elle pas le sacrement de l'Eucharistie à l'église plutôt que d'obliger le curé à venir chez elle lui donner la communion? Pourquoi l'empêchait-on d'aller à l'école, de jouer dehors, de se promener dans le village? En réponse à ces insistants pourquoi, sa mère, à bout de nerfs, lui avait un jour crié « Un aveugle dans une famille, c'est une punition du bon Dieu. Tu ne veux quand même pas qu'en plus, on s'humilie devant tout le monde? Et puis s'il fallait qu'une femme en famille te regarde et qu'après elle mette au monde un bébé qui ne voit pas clair, ce serait ta faute, de notre faute. Imagines-tu notre honte? Plus personne ne nous parlerait. C'est ça que tu cherches? » Ce troublant aveu l'avait habité des jours durant. Incapable de partager sa détresse, au bord de la neurasthénie, Anne avait pour ainsi dire perdu le goût de vivre. Même si sa mère avait redoublé d'attention, son attitude compatissante n'avait en rien atténué ses blessantes paroles. Le mal était fait. À tout moment, ce douloureux épisode reprenait vie et l'oppressait. Heureusement, son père était là. Un jour, sans un mot, il lui avait pris la main et l'avait posée sur un livre rempli de petits points embossés. Son père, son héros, sauf quand il la couvait comme une enfant, venait de changer sa vie. Avec une infinie patience, jour après jour, il lui avait enseigné l'alphabet braille. Comment l'avait-il appris? Napoléon Allary, un autodidacte né, agriculteur de métier, avait gagné l'estime et le respect de son entourage en mettant ses dons de ramancheur au service de tous ceux qui le sollicitaient. De plus, l'homme le plus important du village après le curé, le docteur Antoine Pelletier, l'honorait de son amitié et lui référait parfois certains de ses patients. C'était d'ailleurs en grande partie grâce à cet ami que, à compter de ce jour, Anne fréquenterait l'Institut Nazareth de Montréal, un établissement spécialisé dans l'éducation des aveugles. À force de persévérance, le docteur Pelletier avait convaincu son père qu'elle y serait plus heureuse là que confinée à la maison. En plus de se familiariser avec les tâches ménagères, elle approfondirait les notions scolaires déjà acquises et s'initierait à de nouvelles connaissances. « Je vous aime, papa. J'aime notre famille, vous allez me manquer. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de commencer à vivre. » Parlons d'autre chose, tu le veux bien? Cette séparation lui crevait le cœur. Depuis sa naissance, Anne ne les avait pas quittés. Sans lui laisser le temps de répliquer, il poursuivit ses commentaires en espérant que ses mots deviendraient des images dans l'esprit de sa fille. « Si l'on ouvrait la fenêtre, tu pourrais caresser ces roseaux. Comme des géants dociles, ils se balancent au gré du vent. » « Donc ils sont très hauts. »« Oh oui, entre 9 et 15 pieds. »
Bien plus haut que vous, alors. Impressionnant. Anne n'avait jamais touché ces graminées pourtant si communes. Il lui restait encore tant à apprendre. Les feuilles sont effilées et pointues. Par contre, les fleurs ressemblent à de soyeux plumeaux, agréables à flatter et à voir, je t'assure. À la prochaine occasion, je t'en apporterai. En plus, ils sont utiles. Loin de l'importuner, les explications de son père la ravissaient, la plupart du temps. Comme il en savait des choses. Elle l'écouta deviser sur les bienfaits des roseaux dans la fixation des berges, leur usage en pharmacologie et en médecine, dans la construction des toitures et dans la confection de litières pour animaux. La voie ferrée longeait maintenant un massif de quenouilles. Napoléon s'appliqua à les détailler, des rhizomes aux parties aériennes. Attentive, Anne ne manquait pas un mot de la description. La fleur est-elle aussi douce que celle du roseau? Pas du tout, Anne. Pense à un épi marron recouvert de poils. La forme rappelle celle des saucisses de lard. Pour ma part, quand j'en ai sous la main, j'enlève la portion velue et m'en sers pour allumer des feux. Ça s'enflamme rapidement. Et j'aime mieux manger les racines des quenouilles que les asperges. Anne avait boudé les légumes jusqu'au jour où, 3 ans auparavant, le docteur Antoine Pelletier avait diagnostiqué l'origine de sa cécité. La xérophthalmie, dont elle souffrait, provoquait l'opacité de la cornée, l'atrophie et la sécheresse de la conjonctive et était fort probablement causée par une carence en vitamine C. L'inflammation des membranes oculaires était à craindre, mais, selon les recherches du docteur Pelletier, l'ingestion de légumes colorés aiderait à stopper le processus dégénératif, ou du moins à le ralentir. La peur d'un évidement de l'œil, tout autant que la promesse de recevoir un cadeau des livres en braille, avait convaincu la jeune fille de modifier son régime alimentaire. Assis côte à côte, sans personne sur la banquette devant eux pour les distraire, le père et la fille bavardaient comme si souvent par le passé. Curieuse de nature, Anne était son meilleur public. Napoléon ne se lassait pas de décrire les lieux et les objets au bénéfice d'Anne, bien sûr, mais aussi pour satisfaire son plaisir de partager ses découvertes. Les religieuses de Nazareth auraient-elles sa patience? Peut-être, mais leur attention serait inévitablement divisée entre tous les aveugles ou demi-voyants du pensionnat. À maintes reprises, Anne s'était interrogée sur la pertinence des images qui surgissaient. Étaient-elles conformes à la réalité? En y réfléchissant, elle se rappela à quel point chaque voyant lui rapportait des détails différents en dépeignant un objet, au point de se demander s'il regardait le même. Combien de fois avait-elle entendu « Ah, je n'avais pas vu ça ». Napoléon se racla la gorge et murmura « Ta mère va s'ennuyer ». Montréal, la gare Windsor, la salle des pas perdus. Ne bouge pas d'ici, Anne. Avec ta grosse malle, mieux vaut héler une voiture. Assis-toi dessus et ne parle à personne, promis? Ne t'inquiète pas, papa. De fait, son pouls venait de s'accélérer et elle avait du mal à contrôler sa respiration. D'innombrables sons nouveaux se mêlaient et s'entrechoquaient. Au claquement des talons, Anne devinait la proximité des voyageurs contraints de se hâter pour d'énigmatiques raisons. Désireuse de calmer sa nervosité, elle pianota une mélodie sur sa cuisse. Depuis 2 ans, elle étudiait le piano avec Yvonne Vallée, la femme du notaire de Saint-Léon-le-Grand. Tous les jours, le dimanche y compris, elle profitait du piano du docteur Pelletier et y travaillait sa technique et les pièces de son répertoire. Son cœur se serra au souvenir d'Arthur, le cadet des Pelletier. Lui qui habitait au fond du rang Saint-Charles, par quel hasard s'était-il retrouvé tout l'été chez le docteur quand elle s'exerçait? Elle avait rêvé de s'asseoir à ses côtés, de causer avec lui, mais il s'était borné à de brèves salutations, sauf à une occasion qu'Anne n'était pas près d'oublier. Peu avant son entrée à Nazareth, ils s'étaient confié leurs projets d'avenir respectifs avec une déconcertante aisance. Arthur aurait 16 ans en janvier prochain, ce qui ne l'empêchait pas d'être très mature. Ses manières étaient si raffinées.
La veille, il avait regagné le séminaire de Trois-Rivières. Comme elle, il reviendrait à Saint-Léon pour le temps des fêtes. Arthur. Pourquoi ce jeune homme estimé de tous, frère d'un médecin en plus, s'intéresserait-il à une pauvre aveugle? On le disait beau garçon. Que de fois Anne avait espéré explorer son visage du bout des doigts. Elle l'aimait, mais nul ne le soupçonnait. C'était son secret. Une bouffée de fierté l'envahit à la pensée qu'elle aussi étudierait dans une vraie école et non plus attablée dans une cuisine. L'Institut Nazareth, comme elle en avait rêvé. À compter de maintenant, elle ne serait plus une exception, un embarras. Une voix éraillée d'adolescent interrompit sa réflexion. « T'es Paulette, toi? Qu'est-ce que tu fais là sur une valise? » Inquiète, elle leva la tête. « Paulette, erreur, avec les yeux croches de même, t'as intérêt à regarder à terre, » ajouta le malotru. Bouche bée, Anne sentit son cœur s'arrêter. Elle avait les yeux croches. Jamais on ne lui en avait parlé auparavant. Son père et sa mère lui répétaient à l'envi qu'elle était jolie. Peut-on être jolie avec les yeux croches? Le gars avait prononcé ces mots avec tant de dédain. Désemparée, perdue au milieu de cette tempête de bruit, elle retenait ses larmes. Être confrontée à la malveillance et aux moqueries, voilà une première dont elle se serait passée. Les paroles de son père, alors qu'il s'opposait fermement à son projet, s'imposèrent avec force. Qui te protégera? Une poignante angoisse se substitua à son euphorie. Elle qui avait tant souhaité partir, acquérir un peu d'indépendance, discuter avec des gens de son âge, découvrir de nouveaux horizons, avait-elle pris la bonne décision? À présent, elle se sentait seule et démunie. Une main se posa sur son épaule. Elle la repoussa, apeurée. « Hé, ma fille, que se passe-t-il? »« Papa, c'est vous. Avez-vous trouvé une voiture? » Un inconnu intervint. « Il a trouvé une voiture et un bon conducteur. Votre père et moi transporterons cette malle. Et vous, mademoiselle, êtes-vous capable d'apporter votre sac de voyage? » Anne répondit d'un signe de la tête, les yeux mi-clos. Des yeux croches. Comme elle en voulait à son père de lui avoir caché cette tare, cette autre tare. Avec le chauffeur, Napoléon hissa la malle à l'arrière de la voiture, puis aida sa fille à grimper sur le siège avant. Il se plaça derrière elle, prêt à intervenir. « Combien de temps nous faudra-t-il pour atteindre le 95 de la rue Sainte-Catherine? » Sans trop d'encombrement, moins d'1 heure. C'est à peu près à 3 milles et demi. Se tournant vers Anne, le conducteur ajouta « Ainsi, mademoiselle deviendra sous peu l'une des pupilles des bonnes sœurs de Nazareth ?» Anne se contenta de hocher la tête. Tracassé, Napoléon s'étonnait de l'apathie de sa fille, elle d'ordinaire si enthousiaste, surtout depuis qu'elle avait appris son entrée à Nazareth. Mesurait-elle déjà le fossé qui la séparait de son douillet cocon? Laissant son alerte, Napoléon tentait de calmer son inquiétude. Encouragé par son ami, le docteur Antoine Pelletier, il s'était abondamment documenté sur cette institution à laquelle il confierait sa chère Anne. Modelé sur l'Institut des jeunes aveugles de Paris, l'établissement de Montréal avait été fondé par l'abbé Benjamin-Victor Rousselot, lui-même atteint de troubles visuels. Les Sulpiciens avaient toujours agi comme directeurs spirituels des Sœurs Grises. Quand l'abbé avait conçu son projet, il était tout naturel qu'il se tourne vers cette communauté de femmes pour en assurer la gestion et la bonne marche. Lors de son ouverture en 1861, Nazareth hébergeait des centaines d'enfants à la journée, en plus d'aveugles sans logis, de vieillards dans le besoin et d'orphelins. Puis, à la fin de 1869, bâtiments et chapelles furent réservés exclusivement aux aveugles, les plus infortunés des infortunés, selon la croyance populaire. En plus de leur apprendre différents travaux manuels, comme la fabrication de corbeilles, le rempaillage des chaises, le tissage des nattes ou la couture pour les filles,
On accordait un soin particulier à l'enseignement de la lecture et de l'écriture en braille, de l'alphabet traditionnel, de la grammaire, de l'histoire et de la géographie. Les religieuses avaient innové en créant un département de musique avec des partitions en braille, une première en Amérique du Nord. Bien avant toutes les institutions spécialisées dans l'éducation des aveugles, aux États-Unis et au Canada anglais, Nazareth avait adopté le braille dès la fin des années 1860. Napoléon connaissait la passion d'Anne pour le piano. Depuis 2 ans, elle y consacrait une quinzaine d'heures chaque semaine, et son ardeur, loin de s'amoindrir, avait grandi avec le temps. La réputation de Nazareth en matière de musique n'était plus à faire. Ses élèves donnaient même des concerts extramuros. Comme il n'avait pas les moyens de payer une pension, Napoléon croyait détenir là une objection majeure, mais tout était gratuit pour les aveugles à Nazareth, scolarité et pension. Les parents n'avaient qu'à fournir l'habillement et à défrayer le coût du transport. À la gare de Louisville, Napoléon avait eu la surprise de se voir offrir une réduction sur le prix du billet d'Anne. « C'est comme ça pour tous les aveugles qui voyagent avec le Canadien Pacifique, monsieur », lui avait expliqué le préposé. Lors de l'inscription d'Anne, en juillet dernier, Napoléon s'était enquis auprès de la sœur économe du couvent de la manière dont l'institution subvenait à ses besoins. Loin d'être incommodée par la curiosité de son visiteur, habitué aux interrogations des parents, elle lui avait précisé la provenance de leurs revenus. Quelques femmes d'un rang social enviable, souvent veuves ou filles de bonne famille, demeuraient à Nazareth et payaient une substantielle pension. En outre, la Société des Sulpiciens possédait les ressources financières capables de soutenir l'œuvre de leur confrère, l'abbé Rousselot. À l'occasion, des religieuses recevaient des legs qu'elles mettaient en commun, puisqu'elles avaient prononcé le vœu de pauvreté, suivant les règles de la communauté. Les gouvernements provincial et municipal octroyaient de modestes sommes annuellement, et enfin, une équipe de dames patronesses organisait des activités et cédait les profits à l'Institut. La religieuse avait insisté sur l'importance de ces collectes. Au cours de cette visite, Napoléon avait constaté avec étonnement que l'éducation des aveugles avait été confiée à des religieuses dont la mission première était de secourir les pauvres. Dans l'esprit de l'abbé Rousselot, le fondateur tant aimé de notre établissement, lui avait expliqué son informatrice, il importe d'accueillir les aveugles et de les instruire. Elle tenta de le rassurer en insistant sur le fait que quelques enseignantes possédaient toutes les compétences requises pour bien former leurs élèves. En bifurquant dans la rue Sainte-Catherine, Anne n'avait toujours pas ouvert la bouche. Napoléon allait intervenir quand le conducteur ralentit son percheron. « Voyez-vous ces bâtisses, monsieur ?» demanda-t-il, accompagnant sa question d'un geste large de la main. De la rue Saint-Urbain jusqu'à Jeanne-Mance, que nous empruntons en ce moment, elles appartiennent toutes aux bonnes sœurs de la charité. On les appelle aussi sœurs grises. L'homme poursuivit sur le ton de la confidence. Il paraît que le mari de leur fondatrice, Marguerite Diouville, faisait de son vivant le trafic de l'eau-de-vie, entre autres avec les Indiens. Lors du premier incendie de l'hôpital général, en voyant des flammes bleues s'échapper du brasier, les gens criaient pour se moquer « Tiens, c'est l'alcool des sœurs qui brûle, elles sont grises !» Marguerite Diouville aurait décidé de conserver cette appellation par humilité. Par chez vous, on dit ça aussi, être gris pour être ivre. Napoléon acquiesça. Les railleries ont vite fait place à l'admiration. Les sœurs se sont tant dévouées au père des pauvres et des malades qu'il aurait été malvenu de continuer à les ridiculiser. Des arbres, presque une forêt, étaient visibles de la rue. On ne se croirait pas dans la grande ville ici. Vous avez raison, monsieur. Derrière ces bâtiments, il y a d'abord un terrain plat où les sœurs ont créé des jardins de fleurs. Sur le coteau, elles ont cultivé des arbres fruitiers et au sommet, elles ont aménagé un potager. Cet environnement champêtre plaisait à Napoléon. Humer les bonnes odeurs de la terre aiderait Anne à mieux apprivoiser son nouveau milieu de vie. Oui, sa fille serait bien nourrie. Une remarque de la religieuse à l'accueil lui revint en mémoire et aussitôt un sentiment de panique le gagna. Ne l'avait-elle pas informé que l'Institut était doté d'une grande cour où les élèves se promenaient, jouaient et se balançaient? « Jouer dehors »,
se balancer. Ces perspectives oppressèrent Napoléon. Exposée à tous ces dangers, se blesserait-elle, se sentirait-elle abandonnée? Il dut se faire violence pour ne pas exiger du cocher qu'il les ramène à la gare sur le champ. Et puis non, il ne reviendrait pas sur sa parole, à moins qu'Anne n'en manifeste le désir. Après des nuits d'insomnie et des jours à s'entretenir de la situation avec sa femme, Pierrette, talonnée par le docteur Pelletier, qui n'avait de cesse de lui faire miroiter l'importance d'une bonne éducation pour sa fille, il avait rendu sa décision. Mais était-ce la meilleure? Le mutisme d'Anne ne lui disait rien qui vaille. Si l'abandon de ce projet venait d'elle. Anne, il est encore temps de revenir à la maison si c'est ce que tu veux. Non, papa, plus vite nous serons arrivés à Nazareth, mieux ce sera. Ce ton résolu ne laissait place à aucune alternative. Tout de même, l'attitude butée d'Anne le laissait perplexe. La voiture s'arrêta au 95 de la rue Sainte-Catherine. La grande bâtisse en pierre grise comptait 2 ailes de 3 étages, avec sous-sol, et mansarde de part et d'autre d'une chapelle dotée d'un imposant clocher. L'institution des aveugles occupait tout l'immeuble, puisque l'aile de gauche, une salle d'asile ayant déjà accueilli plus de 400 enfants, abritait dorénavant divers ateliers pour l'usage exclusif des résidents. Aidé du chauffeur, Napoléon déposa la malle sur la petite plateforme devant la porte du vestibule, puis régla la course. Anne les avait suivis d'un pas décidé. Une fois seul avec sa fille, Napoléon lui saisit les épaules. « C'est la dernière fois avant longtemps que nous avons la chance de nous retrouver en tête-à-tête. Me diras-tu enfin pourquoi tu portes ton masque des mauvais jours ?» La mine renfrognée, Anne garda le silence. « Anne, ne me laisse pas repartir ainsi. Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de mes yeux croches? Vous me mentiez quand vous affirmiez que j'étais jolie. » Avec peine, elle réprima un sanglot. « Qui t'a mis ça dans la tête? » répliqua Napoléon, irrité, puis ému. Si elle lui narrait sa rencontre avec le garçon de la gare, elle ne pourrait retenir ses larmes. Elle lui répondit sèchement « Peu importe qui. Est-ce que j'ai les yeux croches? » Au supplice, Napoléon opta pour la vérité. « Oui, ma fille, tu souffres de strabisme, mais ça ne t'empêche pas d'être jolie. » Vous me dites ça pour me faire plaisir. De toute façon, moi, je ne serai plus capable de lever les yeux sans penser à cette horreur. « Anne, je t'en prie, assez de bêtises. Je ne t'ai pas menti. Tu es jolie. Mais si ça peut te rassurer, je demanderai conseil aux religieuses. On m'a appris que, voilà 2 ans, une clinique d'ophtalmologie avait été inaugurée sur les terrains de Nazareth et sa réputation dépasse les frontières. Des Anglais de l'Ontario et même des Américains viennent s'y faire traiter. Oui, mais ces médecins sauront-ils redresser mes yeux? Je le pense. En plus, de nouveaux arrivants les forcèrent à abandonner leur discussion. À peine entrée, Anne fut submergée par une plaisante odeur d'encaustique identique à celle du presbytère de Saint-Léon-le-Grand, où pourtant elle n'était allée qu'une seule fois. Cette sensation la calma. Une pression de main sur son bras attira son attention. Ce n'était pas son père. Elle se raidit. Anne touchait les gens le moins possible. Ses parents lui avaient expliqué que cela ne se faisait pas, c'était souvent mal vu, mal interprété. Quand elle se sentait en confiance, elle devait tout de même demander la permission avant de le faire. Néanmoins, elle éprouvait une envie folle d'entrer en contact avec autrui de cette manière, de les atteindre. Sans les mains, comment connaître la nature des objets, comment découvrir ceux qui l'entouraient? « Je suis sœur Clémentine Lemieux, votre hospitalière. »« Pardon, ma sœur, votre quoi? » La religieuse tapota l'épaule de sa recrue. « Hospitalière. En dehors de votre classe, de vos cours musicaux et autres, je serai responsable de votre confort, de votre éducation. » Dotée d'une voix aussi mélodieuse, aussi douce, cette femme doit avoir des traits harmonieux et un agréable caractère, songea Anne, habituée à imaginer les physionomies d'après les intonations. À l'occasion,
Elle validait ses impressions auprès de son père. Parfois, elle était dans l'erreur, mais la plupart du temps, sa description correspondait à sa perception. « Vous pourrez tout me dire, y compris l'indicible », ajouta Sœur Lemieux en riant. « Quel est votre nom ?»« Anna Larry, ma sœur. » Sa mère lui avait fait répéter les formules de politesse les plus susceptibles d'être utilisées, mais elle n'avait pas prévu qu'en 2 phrases, cette religieuse lui servirait 2 mots inconnus. Hospitalière, indicible. Non loin d'elle, quelques filles sanglotaient. Inquiète, elle pressa le bras de son père, qui s'enquit de la cause de ses pleurs. « Monsieur Alary, ces pensionnaires viennent de recevoir une très mauvaise nouvelle. Notre supérieur bien-aimé a été terrassé par une syncope, voilà 1 mois presque jour pour jour. Heureusement, notre chapelain a eu le temps de lui administrer l'extrême-onction. Il s'agit d'une bien triste rentrée, car nous avons eu à déplorer un second décès au cours de l'été. » Paul Le Tondal, pianiste et violoncelliste parmi les plus talentueux de Montréal, avait rendu l'âme en juillet. Dès 1876, en collaboration avec Rosalie Evrard, il avait contribué à asseoir la notoriété de Nazareth dans le monde musical. En plus d'en faire la première école de musique de la province, l'équivalent d'un conservatoire, cet ancien élève de l'Institution des jeunes aveugles de Paris avait lui-même appris le braille aux religieuses dès l'ouverture du pavillon dédié aux aveugles. Déstabilisée par ce triste accueil, Anne se tordait les mains. Devinant son trouble, Napoléon allait intervenir quand Sœur Lemieux s'empressa de leur présenter Philomène Marquis. « Mademoiselle Alary, Mademoiselle Marquis sera votre guide au cours des 2 prochaines semaines. Elle sera votre ange, vous fera visiter les lieux et vous aidera à vous familiariser avec les airs de votre nouveau foyer. Mademoiselle Marquis fréquente notre institution depuis 1888. Elle a commencé à 11 ans, l'âge moyen de nos protégés à leur début. Quel est le vôtre, Mademoiselle Alary? 16 ans, ma sœur, répondit-elle, ennuyée d'apprendre que déjà, elle faisait figure d'exception. Pourvu qu'on ne me prenne pas pour une attardée, songea-t-elle avec un brin d'amertume. On m'a informé que vous saviez lire et écrire en braille, en plus de maîtriser l'écriture au noir. Qu'entendez-vous par écriture au noir, ma sœur? Celle que tous les voyants instruits utilisent. Les livres traditionnels sont imprimés à l'encre noire. Alors c'est vrai, vous avez toutes ces habiletés? Anna Larry n'était pas de celle à simuler l'humilité. Oui, ma sœur, affirma-t-elle sans hésitation. Parfait. Il est temps maintenant de saluer votre père, mademoiselle Alary. C'est l'anniversaire d'Anne aujourd'hui, bredouilla Napoléon, ébranlé à la pensée de se séparer de sa fille aussi abruptement. J'en prends bonne note, ne vous inquiétez pas. J'aimerais aider Anne à défaire sa valise, à s'installer. Cessez de vous tracasser. Nous avons un engagé qui ne fait que ça, transporter les malles de nos élèves dans les dortoirs. Quelqu'un d'autre l'aidera à tout ranger. Ainsi, elle retrouvera aisément ses affaires par la suite. La religieuse savait à quel point la séparation était pénible, autant pour les parents que pour les enfants, même s'ils étaient à l'aube de leur maturité. Mieux valait ne pas prolonger les adieux. Napoléon saisit la main d'Anne et la pressa entre les siennes. « Ta mère m'a fait promettre de te rappeler de nous envoyer une lettre chaque semaine. Assure-toi que l'enveloppe est écrite en noir, comme on dit ici, pour que les gens de la poste s'y retrouvent. On attendra avec impatience de tes nouvelles. Je reviendrai te chercher à Noël, » conclut-il, la gorge sèche. À cet instant, un doute secoua Anne. Pourquoi s'exposer à tous ces inconnus? Pourquoi remettre sa vie entre les mains de ces étrangères? Au moins chez elle, elle était aimée et entourée de petites attentions. Sœur Lemieux lisait-elle dans ses pensées? D'une voix enjouée, elle lui proposa « Mademoiselle Alary, allez explorer votre nouvel environnement. Prête, Mademoiselle Marquis ?» Cette grande fille était présente à leur côté depuis leur arrivée. « Oui, ma sœur, quelles sont ces places ?» La religieuse consulta un registre, B6 et E7. Sans plus attendre, Philomène Marquis saisit le bras d'Anne et l'entraîna dans un escalier.
Chapitre 2. Tel un somnambule, Napoléon descendit la rue Saint-Laurent. Une infinie tristesse l'accablait. Il consulta sa montre de poche en fer blanc. 2 heures à tuer avant le départ du train à destination de Louisville. Plutôt que de héler un voiturier, il poursuivit jusqu'à la rue Notre-Dame. Il hésitait. Suivrait-il le conseil de son ami Antoine, qui lui avait suggéré de se rendre dans la rue Saint-Vincent et d'y saluer sa tante Élisabeth et son oncle Barnabé, pour ainsi dire ses parents adoptifs? À n'en pas douter, il serait reçu à bras ouverts. Le couple avait hébergé Antoine pendant 13 ans, soit toute la durée de son cours classique et de ses études en médecine. Mais Napoléon n'avait qu'un désir, se retrouver seul dans un endroit tranquille. Visible de loin, les tours jumelles de la basilique Notre-Dame l'attiraient. Lui, l'agnostique, sentit le besoin de s'y réfugier. Il pénétra dans l'église par l'entrée voisine de la tour ouest, baptisée la Persévérance. Dès qu'il eut poussé la lourde porte, une agréable odeur d'encens et de cierge le rasséréna quelque peu. Plusieurs fidèles se recueillaient en silence. Il prit place sur un banc de la dernière rangée. Indifférent à toutes les beautés de ce lieu saint, il ferma les yeux. Comment se débrouillait sa petite fille toute seule, enfin, sans lui? Il se tensa. Petite fille, elle a 16 ans, Napoléon Allary, raisonne-toi, elle n'est plus une enfant. Mais elle avait tant besoin de lui. Il avait le cœur en miettes. Avait-il le droit de l'abandonner? Aller à Nazareth, c'est ce qu'elle voulait depuis si longtemps, tu le sais bien, se répétait-il dans l'espoir de calmer son sentiment de culpabilité. Avant d'inscrire Anne, il avait visité les lieux. Le modernisme des équipements, la qualité des instruments de musique, des installations et de l'aménagement l'avaient impressionné, la gentillesse des religieuses plus que tout. En définitive, Anne vivrait dans un milieu bien plus stimulant là-bas que dans leur modeste demeure. Nazareth possédait même un téléphone depuis 1889. Dommage qu'il ne dispose pas d'un tel appareil à Saint-Léon. Quelques intonations suffiraient à lui révéler les états d'âme de sa fille. Le chagrin d'Anne le tourmentait. Son strabisme s'était accentué au cours des dernières années. Qu'elle l'apprenne juste au moment où ils se quittaient l'avait mis au supplice. Il avait cru bien faire en le lui dissimulant. Il aurait dû suivre le conseil d'Antoine. Tu ne seras plus là pour lui faire un rempart. Son ami l'avait exhorté à lui dire la vérité avant son entrée à Nazareth, mais il avait choisi la voie facile du silence. La vérité te rendra libre. Il aurait dû faire sien ces mots de Jésus rapportés par l'évangéliste Saint Jean, qu'il avait répétés à ses enfants tel un dicton. « Venez à mon secours. Y a-t-il quelqu'un quelque part capable de m'écouter? » Parfois, il enviait les croyants, si convaincus d'être entendus de Dieu. Dieu, une étiquette vide servant à représenter un être imaginé pour soutenir les faibles et les naïfs. En ce moment, il aurait tout donné pour avoir la foi et partager sa souffrance. À Saint-Léon, pour protéger sa famille de l'ostracisme, il se comportait comme un fidèle. Seul Antoine connaissait ses doutes, et peut-être Anne aussi. Elle l'avait tant interrogé au sujet de Dieu qu'il n'avait pas su lui cacher son incroyance. À quelques reprises, il avait tenté d'en discuter avec sa femme, mais sa réaction scandalisée, voire apeurée, l'en avait dissuadé. Sans préavis, l'orgue retentit. Médusé, Napoléon se leva et s'avança dans l'allée centrale. Toutes les têtes se tournaient vers le jubé. Courbé sur son instrument, le musicien s'exécutait avec passion. Napoléon se rassit et ferma les yeux. Sa fille rêvait de jouer de l'orgue à l'église. Parviendrait-elle à réaliser son désir? Sa fille, encore sa fille. L'orgue se tut. Une scène, vieille de 13 ans, revint hanter Napoléon. Sa femme et lui attendaient leur fille dans la salle voisine du cabinet du docteur Lebel, l'unique médecin de Saint-Léon-le-Grand, avant l'arrivée de son ami Antoine.
la mine défaite, l'homme les avait conviés dans son bureau. Assise sagement sur la table d'examen, Anne regardait droit devant elle. Déjà, elle peinait à reconnaître les objets. De toute sa vie, jamais Lebel n'avait rencontré un cas semblable. Il se disait impuissant et n'avait d'autre suggestion que de prescrire des gouttes afin d'éviter que la cornée ne s'assèche encore plus. Anéantis, Napoléon et Pierrette avaient ramené leur fille à la maison. 6 mois plus tard, l'enfant était complètement aveugle. Dans l'intervalle, toute une gamme d'émotions les avait bousculés, allant de la panique au repli sur soi, en passant par l'angoisse, le déni, la culpabilité, l'isolement, la honte, le secret, sans compter les conflits de couple. Pendant des mois, Pierrette avait répété telle une litanie « Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» À compter de ce moment, Napoléon s'était mis à douter de la bonté de Dieu, puis de son existence. Les pleurs des élèves restés au vestibule s'estompèrent au fur et à mesure que les filles gravissaient les marches. L'assurance de Philomène déconcerta Anne. « Mademoiselle Marquis ?» Cette dernière s'arrêta net, lâcha son bras et la prit par les épaules. « On met les choses au clair en partant, Anne. Mon nom c'est Philomène et on se tutoie, d'accord ?» Soulagée par ce ton amical et bon enfant, Anne opina de la tête en souriant. « Tu es d'accord ou pas, Anne ?»« Mais je viens de te faire signe que oui, bien sûr que je suis d'accord, » s'étonna Anne. « Tu sauras qu'il me faut plus que des signes pour comprendre. »« Que veux-tu dire? »« Je suis presque aveugle aussi. »« Je devine à peine ta silhouette et un peu le pourtour de ta chevelure. On dit que je suis demi-voyante, mais je n'aperçois que des ombres. Et encore, j'ai besoin de beaucoup de lumière. » Philomène avait été l'une des premières demi-voyantes acceptées à Nazareth. On incluait dans cette catégorie les enfants atteints d'une forte myopie, d'albinisme, de rétinite pigmentaire ou de toute autre amblyopie. Dès que l'éclairage faiblit, reprit Philomène, je suis quasiment dans le noir comme les aveugles. Mais n'en parle pas. Les demi-voyants ont des privilèges que je tiens à conserver. Quand je pense que je n'ai jamais distingué les traits de mon visage, même à 2 pouces d'un miroir, au moins, elle ne me verra pas loucher, songea Anne avec soulagement. « T'as toujours été comme ça, Anne? » ?»« Non, jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, j'ai vu, mais je m'en souviens très peu. Par contre, la figure de mes parents est gravée dans ma mémoire. » À la blague, mon père rabâche à qui veut l'entendre que, grâce à moi, il restera jeune pour l'éternité. Anne sentait les choses, les touchait, les pressentait. De fait, elle avait l'impression de voir, mais différemment de son entourage. Ici, à Nazareth, elle comparerait ses perceptions, en débattrait. « Quand je rêve, Philomène, je vois. Et toi? » ?»« C'est fou, moi je ne me rappelle pas de mes rêves. » »« Dommage. Quand je me réveille, je reste dans mon lit quelques minutes sans bouger et des scènes défilent dans ma tête. Et c'est ça, prendre un petit moment d'arrêt avant de te lancer en bas du lit. Dès que mon père est disponible, je lui décris mes rêves, et c'est lui qui trouve les mots pour nommer les choses que je vois. Donne-moi un exemple. Un exemple. Imagine que je suis assise près d'un ruisseau. Ce mot et ce qu'il représente, je les connais parce que parfois, je m'approche de la Chakura, en bordure de mon village, pas toute seule évidemment. Dans mon rêve, au-dessus de l'eau, flotte comme du tissu blanc, mais je vois au travers. Alors mon père m'explique qu'il s'agit de la brume. À partir de ce moment, brume signifie quelque chose pour moi. Tu comprends? Arrêtées au milieu de l'escalier, les 2 filles s'étaient appuyées à la rampe. Des élèves montaient et descendaient derrière elles. Anne se délecta à la pensée des multiples occasions de conversation avec Philomène. Elle souhaita de tout cœur s'en faire une amie. Une amie. Quel doux mot. T'es chanceuse d'avoir un père qui prend la peine de t'écouter comme ça. Le mien, il a disparu quand il a appris que je n'étais pas normale. Il m'a abandonnée, laissant ma mère seule avec mon frère et moi. Pauvre toi. Mais au moins tu vois un peu. Pour combien de temps? Quelques années tout au plus, m'a prévenu le médecin lors de mon dernier examen.
Après, ce sera la nuit, 24 heures sur 24. Déjà, je suis incapable de lire l'écriture en noir. » Philomène poussa un soupir. Anne flaira une brèche dans l'assurance de sa guide. Désireuse d'alléger l'atmosphère, elle prit un ton quelque peu désinvolte. « Mais comment peux-tu circuler avec autant d'aisance si tu ne vois pas plus que cela? Dans quelques jours, quelques semaines au plus tard, tu sauras le faire. Méfie-toi en permanence des schnappants qui glissent sur la rampe. Si tu empruntes les escaliers en même temps qu'eux, t'as intérêt à longer le mur pour ne pas être bousculé. » Anne allait de surprise en surprise. « Tu as une canne ou un bâton, alors ?» s'enquit-elle en arrivant à l'étage. Pour rien au monde à l'intérieur des bâtisses, exceptionnellement dans la cour, toujours si j'ai à marcher sur le trottoir, une rareté puisque les filles d'ici ne sortent pas toutes seules. Anne appréciait la débrouillardise de sa compagne. Elle osa lui demander « As-tu pleuré, toi, lorsqu'on a annoncé la mort de la mère supérieure? » ?»« Non, Anne. J'ignore pourquoi, mais je sens que je peux te faire confiance. La vérité vraie? Je n'aimais pas cette sœur-là. J'en ai arraché avec elle. Elle devait savoir que je ne la portais pas dans mon cœur. Elle était dure avec moi, trop sévère. Tout le contraire de sœur Lemieux. Elle est si gentille. C'est presque une mère pour nous. » Anne apprit que dans les crèches, les œuvres de charité ou les hospices, les hospitalières avaient la tâche de protéger, de prendre soin, de réconforter. Avec les pensionnaires de Nazareth, elle jouait aussi le rôle d'éducatrice. Responsable de l'ordre et de la propreté, elle se faisait un point d'honneur de prêcher l'harmonie et la paix, tout en assurant la surveillance des élèves dans les salles de récréation, au réfectoire et au dortoir. Certains enfants entraient à Nazareth et ne s'étaient jamais habillés sans aide ou ne savaient pas manger seuls. Faciliter ces apprentissages incombait aux hospitalières. L'absence des parents les incitait à adopter un comportement maternel. Ludovic, mon frère, souffre de la même maladie que moi. Il a fréquenté Nazareth jusqu'à l'année dernière. Il m'a promis de venir tous les dimanches, que ma mère y soit ou pas. Si tu veux, je te les présenterai. « Avec plaisir, » répondit Anne avec plus de précipitation qu'elle ne l'aurait désiré. La perspective de recevoir quelques visiteurs la soulagea et la tourmenta tout à la fois. Mis à part Ludovic, on verrait ses yeux. Philomène la tenait par la main. Au haut de l'escalier, une légère pression incita Anne à tourner à gauche. Ici à l'étage, chaque religieuse gardienne d'un dortoir occupe tout au fond une chambrette appelée cellule. À la place des murs et de la porte, un rideau de coton blanc glisse sur une tringle arrondie fixée au plafond. On ira tantôt. Je t'amène d'abord dans ta future salle de classe. Philomène guida Anne jusqu'au premier pupitre le long du mur. Une fois que tu as repéré ce pupitre-ci, sache qu'il y en a 5 ou 6 par rangée et qu'il y a 3 rangées au total. Demain matin, on t'assignera le tien. Philomène encouragea Anne à s'avancer dans la première rangée et l'arrêta au moment où elle allait buter contre une table haute et étroite. Un minuscule espace la séparait des pupitres. Anne la contourna. « Touche cette machine, Anne. As-tu déjà vu ça? » Voir cela. Que de fois Anne pensait ou disait « j'ai vu ou j'aimerais voir », signifiant par cette expression incompatible avec sa situation qu'elle avait découvert ou désirait découvrir telle ou telle chose. Anne palpa un objet dur, froid, doté de plusieurs étranges composantes sur 2 hauteurs distantes d'environ 20 cm. La plus basse comptait 4 rangées de petits ronds mobiles disposés sur un plan légèrement incliné. Quant à la partie supérieure, on y retrouvait des leviers et un cylindre fabriqués dans un matériau semblable à du caoutchouc. « Mais qu'est-ce que c'est ?» demanda Anne, intriguée. « Ma chère Anne, il s'agit d'un typewriter. Nous en avons 2 dans cette classe. » En 1888, l'abbé Rousselot avait rapporté de France 2 machines à écrire et les avait offertes aux élèves de Nazareth. Le dactylographe s'avérait un moyen privilégié pour l'aveugle
de communiquer avec les voyants. Tu apprendras à t'en servir cette année. » Devant l'étonnement de sa compagne, Philomène se fit un plaisir de lui décrire le fonctionnement et l'utilité de l'appareil. Bien entendu, on doit connaître l'alphabet traditionnel pour s'en servir. Ubalde Fortin, un demi-voyant de ma classe, de notre classe, devrais-je dire maintenant, écrit 80 mots à la minute sans faute. C'est beaucoup, ça? Un record à Nazareth. Et selon les sœurs, une excellente performance, même chez les voyants. Dans une page, tu as en moyenne 300 mots. Ubalde tape donc une page en moins de 4 minutes. Il a une dextérité comparable à celle d'un grand musicien sans lettres. Et toi, tu es musicienne? J'aurais aimé jouer du piano et encore plus de l'orgue, mais je n'ai pas de talent pour ça. Sœur Angéline Beauchemin, une des meilleures enseignantes en musique de la vie de toutes, n'a jamais réussi à me faire mémoriser et jouer sur un piano une page de partition. Pourtant, en géographie, je retiens tout du premier coup. Je me contente donc de la chorale. J'adore chanter. Et toi? Moi aussi. Anne tue sa passion pour le piano de peur de blesser sa nouvelle amie. Chanter, jouer, mais également monter et descendre de longs escaliers, circuler d'une salle à l'autre, faire la connaissance de dizaines de jeunes, que de plaisir en perspective. Un vacarme attira leur attention. Les schnappants dont je t'ai parlé, ces garçons se poursuivent dans l'escalier, qu'ils en profitent parce que demain, le règlement et la surveillance se resserrent. Ce sera silencieux partout, sauf dans la cour de récréation. Même à la salle à manger? S'étonna Anne, pour qui l'heure des repas avait toujours été une occasion de retrouvailles et de discussions animées avec son père, ses frères et ses sœurs. Occupée à les servir, sa mère se mêlait peu aux conversations. « Tu veux parler du réfectoire? » Les chuchotements y sont tolérés à la condition qu'il n'y ait pas de perte de temps. Dans les corridors, on l'exige pour éviter que les élèves butent les uns contre les autres et sur les obstacles. Les sœurs pensent que les aveugles sont incapables de se concentrer dans l'agitation. C'est bien sûr que dans les salles de cours et les dortoirs, on garde le silence. Parlant de dortoir, suis-moi. Au milieu du second escalier, on les stoppa. « J'ai reconnu ta voix, Philomène Marquis. On dirait que tu as trouvé un autre souffre-douleur? Si oui, tu m'envoies soulagée. » Le ton badin de la fille laissa deviner qu'elle plaisantait. « Tiens, Florida Jasmin, je suis contente que tu sois revenue. Qui accompagnes-tu aujourd'hui? » Je te présente ma protégée, Emma Blais. Elle a 10 ans. Philomène posa la main sur la tête de l'enfant. « Bonjour Emma. Bienvenue à Nazareth. J'espère que tu t'y plairas. »« Je l'espère aussi, » murmura la petite, intimidée. Une fois les bruits de pas hors de portée, Philomène souffla à l'oreille d'Anne. « Tu verras, Florida essaie de jouer à la dure, mais c'est une fille sensible et généreuse. Je l'aime bien. C'est une albinos. »« De quelle nationalité, dis-tu? » ?»« Albinos n'est pas une nationalité, » répondit Philomène en s'efforçant de ne pas s'esclaffer. « C'est une maladie, Anne. Elle a la peau très très blanche et les cheveux pratiquement de la même couleur. Elle ne sort pas à l'extérieur quand il fait soleil, ça lui fait trop mal aux yeux. À Nazareth, on a 2 garçons comme ça. Remarque que parmi les aveugles, c'est plus facile de passer inaperçu, nota Anne avec justesse. Florida n'est pas à Nazareth pour passer inaperçue. Sa vue est faible, mais elle voit un peu mieux que moi. On dit que ses sourcils et ses cils sont tout blancs aussi. » Un silence eut à peine le temps de s'installer qu'elles perçurent les voix d'un petit groupe de filles. « Où sommes-nous rendus, Philomène? »« Au dortoir. Viens. » Quelques 70 élèves, entre 5 et 20 ans, étudiaient à Nazareth presque 2 fois plus de filles que de garçons. Sauf pour la formation scolaire, ils vivaient séparés. Chacun avait son dortoir, son espace pour les jeux extérieurs et sa salle de récréation. La chair était faible et il importait tant de toucher pour les non-voyants. Les religieuses surveillaient avec autant d'attention les rapports fréquents entre les pensionnaires de même sexe, leur trop grande proximité encore plus.
Jamais 2, toujours 3, répétait-on à satiété. Par-dessus tout, l'on redoutait les amitiés particulières. Philomène posa la main d'Anne sur le cadre de la porte. Repère l'entrée du dortoir. Elle donne sur le centre de la pièce. Les lits sont répartis en 4 rangées, 2 de chaque côté de l'allée centrale. Des bureaux étroits séparent les allées latérales. Tu auras un de ces meubles pour toi toute seule et c'est là que tu placeras une partie de tes affaires et de tes vêtements. Le reste ira dans une penderie. Une hospitalière t'y conduira tantôt. « Comment reconnaître mon bureau ?» demanda Anne avec une pointe d'inquiétude. « Suis-moi. Tu te souviens des lettres et des chiffres donnés par Sœur Lemieux quand nous l'avons quitté? »« Non, j'étais tellement énervée. »« Ne t'en fais pas. B6 et E7. B6 pour le dortoir et E7 pour le réfectoire. Ici, tu occuperas le 6e et dernier lit de la 2e rangée. Bien. » Suivant les conseils de Philomène, Anne localisa le premier lit à sa gauche. Elle promena la main sur les fines arabesques de métal au pied et à la tête du lit. Sur chacun d'eux, on avait gravé des caractères braille. B1 ici. Oh, comme ça me semble joli. En 5 pas, Anne atteignit le lit suivant, puis le suivant, tous pareils, espacés d'1 pas tout au plus, tous recouverts d'une catalogne identique au toucher. Pas un pli, pas une bosse n'était perceptible. Le matelas lui parut épais et si large. « J'aurai un grand lit comme ça, moi toute seule ?» ajouta-t-elle ravie. « Eh oui, et tu as intérêt à ne pas le partager. Sœur Lemieux surveille ça de près. On l'entend circuler plusieurs fois pendant la soirée, même la nuit. Chez moi, je dors avec mes sœurs, Eva et Sarah, dans un lit bien plus petit. Fais-tu ton lit chez toi? Non, c'est Eva, ma sœur aînée, qui s'en occupe. Tu laves ou tu essuies la vaisselle alors? Pourquoi tu me demandes ça? Laissa tomber Anne, contrariée. Elle n'aimerait pas avouer à Philomène que, chez elle, on ne lui permettait d'accomplir aucune tâche ménagère. Convaincue qu'elle ne saurait rien faire comme il se doit, sa mère refusait son aide. Un autre objet de frustration, une autre raison de se sentir différente, exclue. Ici, tous les jours, tu auras une petite corvée de nettoyage le matin, en plus de remettre à plat les draps et les couvertures de ton lit et de laver ton couvert après les repas. Je ne sais pas si je pourrais bien faire, mais ça me plaît. Tant mieux, Anne. J'aimerais qu'on soit amis. Il me semble qu'on s'entendrait bien. Philomène exprimait tout haut ce qu'Anne désirait tout bas. Jusqu'à ce jour, elle n'avait jamais eu d'amis. Mis à part Arthur, Anne n'avait pas eu l'occasion de côtoyer d'autres jeunes que ses frères et sœurs. Son père disait souvent « Ce qu'on ne connaît pas, ça ne peut pas nous manquer ». Sentence fausse à l'égard de l'amitié. Anne en rêvait depuis si longtemps. Sa sœur Eva avait eu une grande amie. Anne l'avait tant enviée, y compris dans son chagrin, lorsque Mathilde était morte. Mathilde, la femme du docteur Antoine Pelletier, l'amie de son père. Qu'on soit amis, je n'en pense que du bien. Tu es si gentille. Le rire de Philomène se perdit en écho. « Attends de voir mes colères, mes caprices, mes sautes d'humeur ?» dit-elle en gloussant. Voilà, on est arrivé au fond du dortoir. Sœur Lemieux occupe la chambrette à ta droite. Tu as mentionné tantôt des dortoirs, il y en a plusieurs? 2 pour les filles et un 3e pour les garçons, à l'opposé de la bâtisse. Ainsi, on ne peut invoquer qu'on s'est trompé de dortoir si on a la curiosité de passer par là. Je te dis qu'on nous surveille. Viens maintenant, on va au sous-sol. Une agréable odeur émanait de chaque pièce. Plus Anne circulait dans l'établissement, plus l'endroit lui plaisait. Malgré tout, son ambivalence ne la quittait pas.
Avide d'apprendre les matières scolaires tout autant que la musique, enchanté de sa nouvelle complicité avec Philomène, déconcerté à la pensée de se mesurer à des Florida Jasmin et inquiète face à cette marée d'étrangers, saurait-elle s'adapter à ce lieu, si différent de tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent? Ses doigts couraient sur la rampe. Anne avait délaissé le bras de Philomène et descendait sans aide le 2e escalier. Nous voilà rendus au sous-sol. Au début, on s'oriente en effleurant les murs, mais tu verras, tu te déplaceras bientôt comme chez toi. L'entrée du réfectoire est à 12 pas de l'escalier, à ta droite. Le cœur battant, Anne força Philomène à s'arrêter. « J'entends des voix au loin. Penses-tu qu'on est toute seule ici? » « Oui, mais pas pour longtemps. Pourquoi? » Anne porta les mains à son cou dans l'espoir de juguler l'affolement qui la gagnait. « Parce que, faut que je te dise, Philomène, j'ai peur. Chez moi, ça n'a rien à voir avec cette immense bâtisse. On n'a pas d'escalier et dans notre chambre, il n'y a qu'un lit. J'ai peur de ne pas me souvenir du nombre de pas pour ci ou pour ça. J'ai peur de me tromper de lit. J'ai peur de tomber dans les escaliers. J'ai peur de ne pas savoir quoi dire à des filles comme Florida Jasmin. J'ai peur aussi d'être ridiculisée parce que je dois bien être la plus vieille nouvelle. Je n'avais pas prévu ça. » Se voulant rassurante, Philomène lui serra le bras. « Je serai à tes côtés tout le temps qu'il te faudra pour t'acclimater. Je te prédis que d'ici 2 semaines, c'est toi qui me demanderas de te laisser faire toute seule. » Un carillon interrompit Philomène. « 3 heures déjà! On doit continuer notre visite. On a intérêt à ne pas être en retard à la cérémonie de bienvenue. Ça commence dans 15 minutes à la chapelle. Oh, il faut que je te mette en garde. Ne va jamais dans la pièce à gauche, au bout de ce corridor. Pourquoi? Le diable s'y cache? C'est toi qui aurais l'air d'un diable en sortant de là si tu t'y aventures. C'est la réserve à charbon et il y en a jusqu'à la porte. Maintenant, viens voir où on va manger. » Napoléon quitta la basilique. Il ne lui restait plus qu'1 heure avant l'embarquement. Juste en face, de nombreux fiacres à l'arrêt encadraient la place d'Armes. Tous étaient garés à reculons. Juchés sur un siège surélevé, les cochers coiffés de haute forme attendaient d'éventuels clients. Napoléon s'installa sur un banc de l'autre côté du square et observa la fontaine entourée d'une pelouse rase et de quelques arbres prisonniers derrière une clôture en fer forgé. Selon un récent article lu dans la Minerve, ces arbres seraient bientôt abattus afin de permettre l'érection d'un monument honorant le fondateur de Montréal. Le sculpteur Louis-Philippe Hébert serait sur le point de terminer le bronze de Paul de Chaumédy, sieur de Maisonneuve. L'inauguration avait été planifiée pour célébrer le 250e anniversaire de création de la ville, 2 ans auparavant, mais submergé de commandes, l'artiste n'avait pu respecter cet échéancier. Aux dernières nouvelles, avec 3 ans de retard, 1895 verrait la réalisation de ce projet. Et lui, Napoléon Allary, viendrait-il contempler ce grand ouvrage? Sûrement, si Anne persévérait à Nazareth. Un homme de haute taille s'assit à sa gauche. Le col amidonné de sa chemise d'un blanc éclatant attira l'attention de Napoléon. « Ici même, demain matin, ce sera pas mal plus animé », commenta son voisin d'une voix avenante. « Y serez-vous? » »« Je n'habite pas Montréal, je m'en vais dans moins d'1 heure. Qu'y aura-t-il ici demain matin? » Les chefs ouvriers catholiques se sont entendus avec le curé de l'église Notre-Dame pour que la partie religieuse de la fête du travail commence par une messe à 7 heures. C'est de bonne heure, mais ça permettra aux catholiques de se joindre aux non-catholiques pour le départ de la procession à 9 heures au Champ de Mars. Napoléon hocha la tête. Mais comment avait-il pu oublier cet événement? Il avait fait les manchettes de la Minerve le samedi précédent. Le lieutenant-gouverneur de la province de Québec avait proclamé récemment que le 1er lundi de septembre serait dorénavant jour de fête légale. La première fête du travail serait donc soulignée en grande pompe le lendemain dans la métropole.
Se basant sur la Constitution, de nombreux avocats niaient le pouvoir du lieutenant-gouverneur de lancer une telle proclamation. Selon eux, le représentant de la reine d'Angleterre à Québec pouvait décréter des jours de jeûne et d'action de grâce, mais non des jours non juridiques, obligeant les bureaux publics à fermer leurs portes. Au début, le congé ne devait être pris que par les employés du gouvernement, mais ça n'a pas été long que la plupart des associations d'ouvriers et de professionnels ont revendiqué le droit de chômer pour l'occasion. Je les approuve. Et vous? L'homme ne lui laissa pas le temps de répondre. Étrange. On a une fête du travail et on ne travaille pas. On aurait dû appeler ça la fête des travailleurs, pas vrai? Napoléon se contenta de hocher la tête. Je participe à la procession demain et j'en suis très fier. Ah oui? À quel titre? Je fais partie de l'Union typographique de Montréal. Vous êtes typographe? Oui, monsieur. Au journal La Presse et depuis son ouverture en 1884. Mais je ne me suis pas présenté. Zéphirin Lavergne. Et vous? Lavergne afficha un sourire engageant et lui tendit la main. Napoléon Allary, cultivateur. Je vis à Saint-Léon-le-Grand, près de Trois-Rivières. Napoléon se retint de mentionner qu'il était également ramancheur et encore plus de lui révéler qu'il possédait un don. Il craignait d'être qualifié de charlatan ou pire, d'illuminé. D'aussi loin qu'il se souvienne, dès qu'il touchait une partie d'un corps, sauf le sien, il voyait les muscles, les tendons et les os sous ses doigts avec autant de clarté que si la peau avait été transparente. Depuis qu'il avait hérité des affaires de son oncle médecin, décédé quelques années auparavant, parmi lesquels il avait découvert un traité médical, il était maintenant capable d'identifier chacune des composantes de l'articulation malade. Même si tout le voisinage le consultait, personne, mis à part son ami le docteur Antoine Pelletier, ne connaissait ce secret. « Je ne veux pas être indiscret, mais que faites-vous ici, en plein cœur de l'après-midi? » Napoléon leva un sourcil étonné. Était-ce une coutume de la grande ville d'aborder un pur étranger de la sorte? Voyant son hésitation, le typographe sentit le besoin d'expliquer sa curiosité. « Ce n'est pas dans mes habitudes d'accoster les gens ainsi, mais je suis veuf depuis la mi-mai et, pour tout vous dire, je trouve le temps bien long. » Napoléon observa son voisin. Il devait avoir une 60aine d'années. Le visage ouvert, le front dégarni, une chevelure grise clairsemée, les sourcils très noirs et épais, Zéphirin Lavergne lui portait un regard franc. Après quelques secondes d'hésitation, Napoléon lui répondit avec la même franchise. Il lui parla du handicap de sa fille, de son désir de devenir musicienne et de fréquenter l'Institut Nazareth. Partager son poids l'allégea. « Les bonnes sœurs grises, vous n'avez pas à vous inquiéter. Elles réussissent des miracles avec les jeunes aveugles. En avril, j'ai assisté à un concert donné par les élèves de Nazareth. Au Monument national, s'il vous plaît. Violon, violoncelle, piano, chant, j'ai été ravie de ma soirée et ma femme aussi d'ailleurs. Ce fut sa dernière sortie. Elle est tombée malade peu après. Consomption, selon le médecin. Ça a été foudroyant. Ses yeux se voilèrent. Napoléon respecta son chagrin. Je me suis isolée pendant des semaines, mais c'est fini. J'ai décidé de revenir parmi les vivants. Après un long silence, Napoléon orienta la conversation sur un sujet plus neutre. Comme ça, vous défilerez demain? L'attitude de son voisin se métamorphosa d'un coup. Son visage s'illumina. Oui, monsieur Allary, je paraderai dans la 6e et avant-dernière division. Dans chacune d'elles, on retrouve des membres d'associations regroupant différents corps de métier. Qui accompagnera les typographes? Demanda Napoléon, d'abord par politesse, puis par intérêt, dut-il s'avouer. À Saint-Léon-le-Grand, seules les fêtes religieuses donnaient lieu à des processions. Selon le plan que j'ai consulté hier, déclara Lavergne, après le commandant en chef de notre division et les porteurs de bannières, marcheront les membres de l'Union des carrossiers, celle des tonneliers, puis défileront des représentants de l'Union internationale des travailleurs du bois à la machine, puis ceux de l'Union des mouleurs, de l'Union des tailleurs de cuir, de l'Union des pressiers et finalement
nous, de l'Union des typographes de Montréal. De toute évidence, Zéphirin Lavergne se régalait à l'avance à la pensée de participer à ce grand rassemblement, clôturé par des délégations venant d'aussi loin que des États du Vermont ou de New York, de l'Ontario et de différentes villes de la province de Québec, incluant Saint-Hyacinthe, Québec et Trois-Rivières. Que des hommes, bien sûr, défileraient. Les femmes et les enfants se masseraient le long du parcours avec les mâles qui n'adhéraient à aucune association. À la fin de la procession, on se séparera en 3 groupes pour un pique-nique et des jeux où les familles sont conviées. Ça se passe à 3 endroits différents, au parc Sommer, à l'île Grosbois et sur les terrains de l'exposition. C'est là que je m'y retrouverai. Je siège également au comité organisateur de la partie récréative. Napoléon voulut en savoir plus sur les responsabilités de Lavergne. Je supervise la course d'un quart de mille ouverte à tous, une seconde de 75 verges réservée aux jeunes filles de 12 ans et moins, et une dernière dédiée aux veuves des membres des sociétés ouvrières. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.